Le bilan relatif à la session des concours administratifs pour l'année 2014 est, selon le directeur général de la fonction publique, positif. Et dans les détails, du 10 janvier au 28 février dernier, ce sont 24 832 candidats qui ont présenté les 206 concours lancés par le ministère de la fonction publique. Pour plus de crédibilité donc, les organisateurs ont instauré de nouvelles méthodes tant sur le plan pédagogique que sur le plan de l'organisation. La première innovation, c'est le recours massif au QCM, les questions à choix multiples. Deuxième élément d'innovation, on a fait recours de façon massive aux enseignants du supérieur, ce qui a permis de créer des structures de coordination et de supervision. Dernier élément d'innovation, c'est l'introduction de l'ordinateur dans la composition. Pour la publication des résultats, les organisateurs disent avoir répondu aux exigences actuelles. Les résultats sont entendus exclusivement sur le site de la fonction publique, et qui est ceci, www.fonctionpublique.igouv.ci. Bien entendu, avec l'achèvement de la session 2014, qui va être couronnée par la proclamation des résultats aux alentours du 20 mars 2015, l'ouverture de la session 2015 des concours administratifs qui interviendra aux alentours du mois de mai 2015. Cette session des concours de la fonction publique lancée le 21 mai 2014 est la première depuis la fin des troubles survenus en 2010. Pourquoi la police n'arrive-t-elle pas à offrir un service de qualité aux usagers? Voilà la problématique que veut résoudre la hiérarchie à travers ce séminaire. Une occasion pour le directeur général de la police nationale de revenir sur les faits reprochés aux agents de police. Mauvais accueil, raquettes, etc. La police nationale fera un pas important vers l'instauration du service de qualité si elle arrive à se débarrasser de ces problèmes et réussir à instaurer un climat sain et des relations cordiales et professionnelles basées sur les valeurs morales comme la probité, la propreté, le respect des usagers, le bon accueil et aussi la bonne présentation des policiers dans les tenues propres. Ce séminaire sur le service de qualité vient poser les jalons d'une police nouvelle tournée vers le respect du code de déontologie et de la charte de l'accueil. Une initiative soutenue par le PNUD. C'est important de discuter comment mesurer la qualité. Et nous avons tous le même objectif, c'est d'assurer que la police a la meilleure qualité possible qui va profiter et bénéficier de la population en Côte d'Ivoire. Pendant 3 jours, à compter de ce mercredi, les acteurs de la police nationale et ceux du programme des Nations Unies pour le développement vont échanger sur les principes de la qualité des services de police et les enjeux des relations police-population. Démonstration de la technique de lavage des mains devant les populations. Un des actes forts de la sensibilisation sur les risques de contamination de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Le CESDA, Centre d'éducation sanitaire des Sœurs Dorothée d'Alépé, qui initie et exécute le projet, veut amener les populations d'Alépé à rester vigilantes face à la menace. Vigilance face à la menace, mais aussi le respect scrupuleux des mesures préventives arrêtées par le gouvernement. Dans l'exécution de son projet, le CESDA est accompagné par le district sanitaire d'Alépé. 7 villages ont été choisis dans cette zone sanitaire où 120 familles recevront des kits hygiéniques. Le préfet d'Alépé, Aminata Diaby, a félicité les Sœurs Dorothée pour leur initiative dans un département où beaucoup de cas suspects ont été relevés, puis avérés négatifs après des analyses de prélèvement. Ce projet qui va durer 6 mois bénéficie du financement de la conférence épiscopale italienne. Amélie Ngoran, 35 ans, souffre d'une déformation faciale due à une anomalie oculaire depuis son jeune âge. Une situation qu'elle vit difficilement. Maladie là, ça est sur moi il y a longtemps. Ça fait des années. Donc c'est pour cela que je suis venue à Abidjan ici pour me faire soigner. À l'occasion de la Journée nationale de la santé oculaire, cette jeune femme espère sa guérison. Comme elle, plusieurs patients sont présents pour le dépistage des maladies oculaires, une séance de consultation initiée par l'ONG Bien Vivre. Ces journées nationales de la santé oculaire sont venues simplement pour informer et sensibiliser la population sur les problèmes de santé oculaire. Et il est important que chacun
chaque personne sache à qui s'adresser, à quel professionnel s'adresser lorsqu'il a tel problème. Plus de 40% de la population ivoirienne souffre de la myopie, une maladie oculaire qui, mal soignée, peut entraîner la perte de la vue chez le malade. Pour le docteur Désiré Kwame, conseiller technique au ministère de la Santé, ce dépistage gratuit vient donc à point nommé. C'est un geste bénévolat et un geste au niveau spirituel, un geste de don de soi, d'amour du prochain. Sur 3 jours, un grand nombre d'Ivoiriens va bénéficier du dépistage gratuit en vue de connaître son statut en matière de santé oculaire. Pendant des décennies, des établissements scolaires et universitaires ont été le théâtre de violences et de barbarie. En vue de corriger cette image, l'Association ivoirienne des Nations Unies, AINU, décide de mettre sur pied la cellule de réflexion estudiantine de l'AINU dans les universités. Objectif, permettre aux élèves et étudiants d'apprendre et d'étudier dans un environnement sain et paisible. Ce jour qui nous rassemble aujourd'hui s'inscrit dans la matrice d'action de l'AINU, précisément dans ses missions d'installation des cellules de réflexion et de promouvoir la non-violence en milieu scolaire et universitaire. Cette cellule a été investie en présence de plusieurs personnalités, dont la vice-présidente de la Fédération mondiale de l'Association des Nations Unies. Jeannette Edna Nyame-Philippe est venue du Ghana pour la circonstance. Les autorités universitaires et la marraine de la cérémonie ont exhorté élèves et étudiants à privilégier les études et l'excellence à l'université. Message bien perçu par la cellule de l'Association ivoirienne des Nations Unies de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ses membres se disent prêts à sensibiliser l'ensemble des étudiants de l'Université de Cocody sur l'importance de la paix, de la cohésion sociale et de la réconciliation. Ils ont reçu de la part de la marraine Amamari Tewa des ordinateurs pour faciliter leur mission. Après l'université de Cocody, les cellules de réflexion des universités Nangui Abrouga d'Adjamé et Alassane Ouattara de Bouaké seront installées dans les tout prochains jours. Au nom de l'héritage, c'est le titre du premier ouvrage de l'écrivain Abou Koni. Paru aux nouvelles éditions Balafon, ce roman de 160 pages plonge le lecteur au centre de la dévolution des droits successoraux en Afrique. Comme il est de coutume dans plusieurs sociétés, le droit traditionnel permet aux frères du défunt d'hériter des biens afin de prendre en charge ses enfants et de garder la veuve. Malheureusement, dans la pratique, cette tradition se heurte souvent de fois à des écueils. Outre ce thème, ce roman polyphonique traite d'autres sujets, notamment la question de la condition de la femme, l'éducation des enfants, la solidarité, le partage et le pardon. Ce qui m'a amené d'abord à écrire cette œuvre, c'est d'attirer un peu l'attention des parents sur la gestion de l'héritage. Parce que vous savez, quand on est parent, on n'est pas appelé à terminer ses jours auprès de nos enfants. Alors si je vais aujourd'hui dans la tombe sans que mes enfants ne soient majeurs, qui va gérer mon héritage? La plupart du temps, on a tendance à croire que nos petits frères, nos petites sœurs, nos cousines vont prendre soin de nos enfants. Mais en réalité, les personnes en qui nous plaçons notre confiance deviennent les bourreaux de nos enfants. Le parrain de la cérémonie salue l'auteur pour la pertinence du thème traité. La thématique est très bonne et toujours encore actuelle chez nous parce que le thème qu'il aborde, c'est un thème qui est, comme je le disais, une actualité culturelle, mais qui malheureusement ne se déroule pas toujours comme l'aurait voulu la tradition. Très souvent, celui qui hérite donc des biens successoraux ne fait pas bien la répartition donc, de ses biens. Et surtout, ce qui m'a plu dans l'ouvrage, les victimes ont su surmonter donc, la rancœur et ils ont pardonné. Pour le professeur Soro Moussa David, responsable des nouvelles éditions Balafon, toutes les dispositions sont prises pour une meilleure promotion du roman. Des balançoires et des tourniquets pour créer de l'électricité. Dans cette école sur l'île de Pédiatorpé au Ghana, ce sont les enfants qui produisent de l'énergie tout en s'amusant. Les manèges sont équipés de turbines qui rechargent des batteries installées dans les salles de classe et permettent aux enfants de rentrer à la maison avec une lampe de torche pour faire leurs devoirs. Vous voyez, pendant que les enfants s'amusent, il y a une batterie à l'intérieur qui permet la charge du système. Comme ça, les enfants, après l'école, ils peuvent rentrer à la maison avec une lampe de poche pour étudier
Et quand elle est vide, il la ramène ici à l'école pour la recharger. Au Ghana, l'électricité appartient à l'État, mais il admet ne pas avoir la capacité de fournir du courant à tout le monde en permanence. Les délestages sont fréquents et peuvent durer jusqu'à 24 heures, un véritable frein à l'économie du pays qui a poussé les Ghanéens à descendre dans la rue. À part les industries, il n'y a aucune vie sociale. Il n'y a pas de vie nocturne au Ghana parce que nous avons des périodes de 12 heures de lumière, puis 24 heures sans lumière. Vous pouvez d'ailleurs voir les effets sur les petits fabricants, les petits détaillants. George Thompson est chef de projet pour l'ONG Empower Playgrounds. Il sillonne les régions les plus reculées du pays pour équiper les écoles de manège ou installer des maisonnettes couvertes de panneaux solaires. Sur l'île de Pédiatorpé, la principale activité reste la pêche aux moules et l'électricité publique est inexistante. L'énergie solaire permet alors d'alimenter des batteries qui rechargeront les radios, les lampes et les téléphones, tout tout l'utilisation de générateurs gourmands en fuel. Notre objectif n'est pas de faire de l'argent ou du profit, mais nous avons besoin que notre projet soit viable. Donc nous demandons 130 € pour être raccordés au système et ensuite, chaque fois qu'ils amènent la batterie pour la recharger, ils paient 1,30 €. 42 écoles sont déjà dotées de ces manèges écologiques au Ghana, un système ingénieux synonyme d'éducation et de respect de l'environnement. Le monde du sport rend hommage aux 3 champions français disparus dans le crash d'hélicoptère en Argentine. Plusieurs centaines de sportifs et certains membres des familles se sont retrouvés à l'INSEP, la pépinière du sport de haut niveau à Paris, pour une cérémonie émouvante où le ministre des Sports a salué la mémoire de Florence Artaud, Camille Muffat et Alexis Vastine. Revenu des profondeurs ancestrales de l'histoire magyare, voici l'archerie équestre. Le sport, qui consiste à tirer à l'arc depuis un cheval au galop, a été réhabilité par Lajos Kassoy, multiple champion de la discipline. Son école perpétue la tradition des guerriers nomades des steppes et attire de nombreux Hongrois désireux de renouer avec leurs origines. L'archerie montée s'exporte aujourd'hui aux 4 coins du globe. La réputation de Lajos Kassoy est allée jusqu'à Hollywood, où il vient de former Matt Damon pour son prochain film.